L'invitée de 15 aujourd'hui, c'est Rose Lamy. Bonjour Rose. Bonjour. Vous êtes une autrice féministe, vous tenez le compte Insta Préparez-vous pour la bagarre. Vous avez sorti Défaire le discours sexiste dans les médias et là vous revenez avec un autre livre, En bon père de famille. C'est quoi la définition du bon père de famille en France ? Un bon père de famille, il y a deux définitions si on veut. Il y a l'aspect juridique, donc c'était en droit une référence de normes et de justesse. En fait, quand on s'engage par exemple à gérer son bien en bon père de famille quand on signe un bail, ce qui m'est arrivé, ça veut dire qu'on s'engage à le gérer de la meilleure manière possible. Donc il y a cette entrée-là. Et puis moi, j'ai un peu détourné la formule pour parler d'un groupe d'hommes, une caste un peu hétérogène, qui est un peu difficile à voir, mais que moi j'ai repéré parce qu'elle porte en fait un discours commun de résistance à l'avancée du féminisme, un discours de résistance à MeToo. Et j'observais qu'il y avait des hommes qui n'avaient rien en commun, ni d'un point de vue politique ou social ou quoi que ce soit, qui se retrouvaient d'accord sur ces questions. Et donc c'est eux que j'ai appelés les bons pères de famille pour faire l'exercice de l'essai. Vous avez eu l'idée de ce livre en creusant votre histoire familiale et en signant le bail d'un appartement. Racontez-nous. Ouais, moi je me suis installée à Bruxelles l'été dernier. Et donc j'ai signé un bail et mon agente immobilière m'a dit bon, je pense que ça va pas vous plaire, la page 3 par exemple. Et j'ai dû m'engager à occuper mon bien en bon père de famille, donc ce que je disais. Alors que vous êtes une femme. Voilà, déjà. Seule. Et puis aussi, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Donc j'ai trouvé que ça voulait dire l'occuper de la manière la plus raisonnable possible, la plus juste. Et je sais pas, ça a fait écho avec ce que je sais des violences sexistes, à savoir que la violence a lieu dans les cellules familiales. Enfin, on a des chiffres et des statistiques à ce sujet. Et je me suis dit, c'est un sacré paradoxe quand même de nous engager à nous comporter comme un groupe qui est identifié comme le groupe violent de la lutte antisexiste, du sexisme. Et puis, il y a aussi mon histoire personnelle, évidemment. Après avoir écrit le premier, ma sœur m'a appris que mon père était violent. Moi, je l'ai connu que 4 ans et j'en avais une image de héros. Littéralement. Du bon boulanger, apprécié du village. Voilà, hyper impliqué dans la vie collective du village. Il y avait un article qui avait été écrit sur lui que je relisais le soir en me disant « Ouais, il était vraiment génial, mon père, ce héros, quoi ». Et donc, tout s'est un peu mélangé à ce moment-là. Et je me suis dit, il faut que j'explore en fait ce paradoxe entre, d'un côté, utiliser la formule comme étant la norme de la justice et de l'autre, analyser les chiffres qui nous disent tout l'inverse, en fait, que les bons pères de famille, ce seraient majoritairement les hommes violents. Justement, vous démontrez que la figure du bon père de famille permet de gommer, de parler des violences que ces hommes imposent à leurs femmes et à leurs enfants. Et pourtant, vous donnez des chiffres sans appel. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns ? Oui, je vais partager le principal, qui nous vient de Gérald Darmanin, donc qu'on ne peut pas qualifier de militant féministe zélé. Qui avait partagé dans Le Parisien des chiffres, donc je les cite, 45 interventions de la police par heure en France pour violences intrafamiliales. 45 interventions de la police par heure en France pour violences intrafamiliales. C'est une intervention toutes les minutes 30. Il ajoute qu'il n'y a pas un jour qui se passe en France sans que le GIGN ou le RAID interviennent pour une prise d'otage d'enfants et de femmes par des bons pères de famille, littéralement. Et j'ai été scandalisée par ces chiffres que je tenais à opposer et à mettre en balance avec cette image du bon père de famille qu'on peut nous sortir comme étant, encore une fois, un modèle de bon comportement. Vous proposez justement un tableau très clair à la fin de votre livre, avec d'un côté les bons pères de famille qui commettent, je cite, des violences accidentelles dans la sphère privée. On parle de dérapage, d'hommes qui aiment trop les femmes. Et face à eux, on a les autres hommes, les pauvres, les étrangers, les marginaux, qui agissent, eux, dans la sphère publique. Que voulez-vous nous dire en présentant ces deux catégories d'hommes ? En fait, j'ai compris en creusant le discours de ces bons pères de famille, la catégorie que j'ai utilisée, moi, pour penser la question, ils n'arrivaient pas à se penser violents, à se penser comme des hommes violents. Et que souvent, la démarche, c'était d'avoir une stratégie de diversion et de dire, mais en fait, les hommes violents, c'est pas nous, c'est les autres. Et dans les autres, il y a effectivement les fous, les marginaux, les pauvres et les étrangers. Pour moi, ça, c'est ce que j'appelle le mythe du monstre ou la théorie du monstre. C'est une technique pour faire diversion. Je vais illustrer peut-être avec un exemple, c'est...
On a Adrien Quatennens, donc, qui est un député LFI, et qui a reconnu dans un communiqué, qu'il a lui-même publié, avoir giflé sa femme. Et puis, quelques lignes après, il écrit « Mais je ne suis pas un homme violent ». Et moi, je me pose la question très simple et très rationnelle. Qu'est-ce qu'un homme violent si c'est pas quelqu'un qui vient d'admettre avoir giflé sa femme? Et on voit que là, il y a un impensé, il y a une incapacité à se penser comme appartenant au groupe violent. Et moi, j'ai très bien compris ce qu'il voulait dire entre les lignes. C'est qu'il se disait, oui, certes, j'ai pu donner cette gifle, mais je ne suis pas le monstre que la société décrit comme étant un homme violent. Et à mon avis, je pense que pour avancer sur la question des violences sexistes et pour lutter contre et y mettre fin, il va falloir qu'on comprenne que les hommes violents, ce sont ni les monstres qu'on nous a décrits, ni des héros, mais pile poil au milieu, l'homme normal, quoi. L'homme qui peut à tout moment devenir un homme violent, puisque je le rappelle, une gifle, il n'y a aucun contexte qui le permet, c'est interdit par la loi. Il n'y a aucun contexte conflictuel ou de divorce qui peut le justifier, contrairement à ce qu'on a pu entendre après pour le défendre. Vous nous rappelez que le Code civil de 1804, dit Code Napoléon, précise que la femme et ses entrailles sont la propriété de l'homme. Il faut attendre 1970 pour que le statut de chef de famille soit supprimé. C'est pas si loin que ça finalement. C'est pas si loin que ça, et la formule en bon père de famille, elle est partie qu'en 2014. Hein. Donc voilà, d'un côté... il y a encore des discours de résistance. Je pense au statut de chef de famille. Éric Zemmour, dans son livre « Le suicide français », il regrette le retrait de la formule chef de famille associée au père. Donc on est en présence de forces quand même qui assez conservatrices, voire réactionnaires, qui regrettent un peu ce temps-là. Et puis de l'autre, c'est pas parce qu'un texte est modifié ou que le mot est parti du texte que on n'est pas encore en plein dans les représentations. Parce que, pour reprendre ce Code Napoléon, moi, j'analyse le traitement médiatique des violences. Et si on n'avait pas ancré en nous l'idée, par exemple, que l'homme est propriétaire enfin, pas propriétaire, mais si, un peu, et le chef de famille et que sa femme et ses enfants en dépendent, on ne parlerait pas de tuer par amour. Ça, c'est des réminiscences. C'est pas qu'ils pensent tuer par amour, c'est qu'ils pensent tuer parce qu'ils ont le droit de le faire, parce qu'ils ont l'autorité sur la femme et les enfants. Et donc là, on voit des restes de représentation qui vont dans ce sens-là, même si c'est plus dans la loi. Vous nous rappelez que jusqu'en 1975, il est écrit qu'un meurtre commis par un mari sur son épouse et son amant, s'il les avait surpris en flagrant délit dans la maison conjugale, est jugé excusable. Le mari avait donc droit de mort sur sa femme il y a seulement 48 ans. Oui, c'est ça. C'était en plus, c'est assez troublant parce que ça coïncide. Alors c'est un petit peu après, mais les violences de mon père ont eu lieu pas longtemps après cette information. Donc voilà, ça fait réfléchir. Ça touche au moins nos parents ou nos grands-parents. Et donc c'était il y a encore pas si longtemps. Et on peut pas s'attendre à, parce qu'un texte de loi est modifié, ce soit complètement changé dans les représentations. Vous démontrez aussi comment les hommes publics, notre ministre de la Justice, les acteurs Nicolas Bedos, Lambert Wilson et tant d'autres font semblant d'applaudir la vague MeToo en traitant ensuite les féministes de femmes excessives. Oui, en fait, il y a une dissonance, encore une fois, entre le discours de façade et puis les actes. Je vais revenir à l'affaire Quatennens, j'ai rien individuellement contre lui, mais je trouve qu'elle est édifiante. C'est un député LFI qui a présenté un programme très féministe, en l'occurrence, sur le papier, qui est très bon. Et puis on voit que tout de suite après, quand un des hommes de l'équipe est impliqué, là, il y a une solidarité qui s'organise entre les hommes du parti. Et il y a eu des résistances et des gens qui se sont levés contre, évidemment, mais voilà, on voit que de façade, tout le monde est d'accord. Souvent, d'ailleurs, la formule, c'est « oui, je suis féministe, oui, bien sûr, MeToo, c'est très important ». Et puis, c'est souvent suivi d'un « mais », qui est une sanction, et là, qui, en fait, discrédite complètement le début de la phrase. Justement, vous parlez de système qui se met en place. On l'a vu avec les affaires Bertrand Cantat, Patrick Poivre d'Arvor, Adrien Quatennens, vous en parlez. Les journalistes hommes, les politiques, les hommes publics s'empressent de prendre la défense de ces hommes. Il y a une vraie solidarité qui dit jamais son nom en plus. Oui, et puis qui prend l'apparence de la rationalité. Là, on a un exemple vraiment flagrant avec Woody Allen qui s'est exprimé sur le baiser forcé de Luis Rubiales. Voilà, qui a démissionné. Mais voilà, je ne sais pas dans quel contexte il s'exprime, d'ailleurs, si on l'a interrogé ou pas, mais en tout cas, il arrive et il dit moi, je ne vois pas le problème.
Puis d'ailleurs, il déroule toute la théorie des monstres. Moi, je trouve ça intéressant. Il dit c'est un baiser entre amis, ils se connaissaient, et puis il l'a pas embrassé dans une ruelle, il l'a pas violé dans une ruelle. Donc déjà, ça convoque l'idée qu'une vraie violence sexuelle, ça se joue dans une ruelle par un inconnu. Alors qu'encore une fois, on rappelle les chiffres que c'est majoritairement des proches qui sont violents avec les victimes. Et voilà, lui, il arrive en se présentant comme le juge de cette affaire. Mais comment on en est arrivé là? Il n'y a pas de... Il n'a pas dit il n'y a pas mort d'homme, ça c'est quelqu'un d'autre. Mais voilà, il arrive et sans aucune conscience du fait que lui-même est impliqué et accusé. Et que, bon, je trouve ça incroyable, ce manque de conscience de soi-même, ouais. Vous faites une grande critique des médias, que ce soit sur l'affaire Daval ou même Norman, le youtubeur. Vous montrez comment les médias excusent et rendent sympathique l'homme accusé. Oui, je parle beaucoup de l'affaire Daval parce que, pareil, je la trouve édifiante sur la manière dont on choisit ou non de prendre un chemin médiatique. Pour rappel, donc, c'est un homme qui a tué sa femme en 2017. Pour l'instant, ce serait une histoire assez banale puisque c'est le cas 3 fois par semaine en France. Mais lui décide d'essayer de couvrir ses traces en mettant ce meurtre sur le dos d'un rôdeur ou d'un tueur de joggeuses. Donc là, il va directement convoquer le mythe du monstre pour essayer de s'en sortir. On va dire que limite c'est son droit, même si voilà, c'est discutable. Mais ce qui, moi, m'a frappée, c'est que collectivement, en tant que société, et tous les médias ont roulé pour sa version initiale. En fait, quand on écoute des vieux épisodes de Faites entrer l'accusé, les policiers disent pour nous, c'était lui. Première fois qu'on le voit, c'est lui, parce que statistiquement, c'est toujours le mari. Mais nous, médiatiquement et socialement, on l'a cru et on a pris en fait sa défense et son alibi comme une vraie information. Et on peut encore là chercher dans Google meurtre de joggeuse au pluriel, je crois qu'il faut faire. Et vous allez trouver des dossiers sur les meurtres de joggeuses et il y aura Alexia Fouillot, donc c'est son ex-femme et les parents veulent qu'on l'appelle Alexia Fouillot maintenant de son nom de jeune fille. Et elle est dans des dossiers de meurtre de joggeuses. Et c'est faux. C'est même de la désinformation. Et on voit comment, en fait, ces mythes-là peuvent concrètement empêcher la recherche de la vérité journalistique. Vous dénoncez le fémo-nationalisme dont souffre la France. L'extrême droite, notamment, reproche aux féministes de s'attaquer à l'homme blanc au lieu de sauver les femmes afghanes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept ? Alors, c'est très compliqué comme concept. D'ailleurs, je tiens à rappeler que je ne l'ai pas du tout inventé. Moi, je le reprends de nombreuses militantes féministes musulmanes et de sociologues qui ont théorisé la question. Mais dans les grandes lignes, et moi, je m'intéresse au discours fémo-nationaliste dans les médias dans cette partie. L'idée, c'est d'utiliser la lutte féministe en la twistant pour servir un agenda raciste. Et en gros, c'est de se dire, en fait, oui, vous avez raison, il y a des violences sexistes, il y a des viols et des agressions sexuelles, mais c'est pas nous, c'est les étrangers. Et on va vous aider à lutter contre les étrangers en passant des lois sécuritaires, anti-immigration et compagnie. Et donc, c'est analysé dans le livre de Sarah Faris, Au nom des femmes. Elle a analysé la politique fémo-nationaliste de plusieurs pays, dont la France, avec Marine Le Pen. Et donc, c'est une vraie stratégie. Et ça, on peut le voir... on peut l'observer dans les médias ou sur Twitter par rapport aux réactions des gens. Dès qu'on peut connaître l'origine, entre guillemets, quoi que ça veut dire, des mises en cause dans des affaires de violence, Twitter va réagir différemment. Si un auteur de féminicide a un nom qui ne semble pas français de souche, encore une fois, je mets des guillemets, quoi que ça veuille dire, là, ça va être en top trend, on n'aura pas de mots assez durs pour les hommes violents, on va mettre peut-être même le hashtag francocide en top trend. Et puis, si on sait qu'il est blanc, ou de souche, encore une fois, entre grands guillemets, là, ça va être plutôt silence radio. Donc, c'est observable. Je pense que tout le monde peut l'observer. Vous montrez aussi comment les médias et certains politiques utilisent le champ lexical islamique pour décrédibiliser les féministes françaises. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples ? Oui, il y a les exemples précis. On va parler d'ayatollah du féminisme. Oui, c'est un recours de disqualification. Voilà. Puis il y a aussi des tribunes qui vont être écrites, genre mais que font les néo-féministes pour les Afghanes, avec toujours un procès de s'occuper d'une catégorie de femmes plutôt qu'une autre, dans un grand complot islamo-gauchiste. Bon, voilà, c'est des recours qu'on
qu'on peut aussi facilement observer dans les médias et sur les réseaux sociaux en commentaire. Ouais. Ça vous amuse d'ailleurs dans le livre qu'on vous traite d'islamo-gauchiste, vous dites je suis blanche, je viens du Berry. Oui, ça m'a fait rire au début, j'avoue. J'étais waouh, c'est quand même vraiment déconnecté de moi. Et puis ça me fait moins rire là maintenant parce que le climat en France devient un peu difficile et donc ils ont réussi à en faire un vrai sujet médiatique et politique. Donc c'est pas que moi je sois la cible de ces attaques directes, mais je trouve que la pensée, que cette analyse un peu complotiste s'est installée dans l'opinion publique de manière assez forte. Et donc je rigole un peu moins maintenant, mais au départ j'étais vraiment... Ouais, c'est vulgaire, mais sur le cul qu'on puisse me dire ça. Et puis, et maintenant un peu moins, ouais. Selon vous, ce ne sont pas les féministes qui font que Bertrand Cantat ou Johnny Depp ne sont parfois plus admis dans l'espace public. Le fait que les Arocs et le Festival de Cannes aient voulu les célébrer a juste écœuré l'opinion publique. C'est comme ça que vous voyez les choses? Ouais, c'est ma lecture des événements. Alors on verra pour Johnny Depp, c'est encore un peu tôt pour le dire, mais j'ai l'impression que le fait qu'il ait été célébré à Cannes, ça a plus joué contre lui que l'inverse, parce que ça a forcé les médias à revenir sur l'affaire, des médias qui ne l'avaient pas forcément fait. L'affaire, c'était le procès en diffamation qui a été plutôt couvert par la presse people, on va dire. Donc là, les médias généralistes ont dû y retourner. Puis donc, comme ils font un boulot plutôt exhaustif, ils donnent tous les éléments. Donc ça va un peu moins dans son sens que toute la campagne qu'il y avait eu pour le défendre sur les réseaux sociaux. Et puis pour Cantat, j'en suis à peu près persuadée parce que on ne peut pas dire que c'est les manifestations féministes devant les salles de concert en 2010 qui l'ont empêché de continuer sa carrière. Je pense vraiment que l'opinion a été écœurée qu'on le célèbre. Et attention, quand je dis ça, je ne parle pas d'impossibilité de se réinsérer. Je parle d'être célébré. Parce qu'il y a une différence entre travailler et être mis en une d'un journal qui vous donne le micro pour vous plaindre de votre situation. Et ça, je le sais parce que moi, je travaillais un peu dans la musique, que le jour J, ils étaient inondés d'appels de gens qui voulaient se désabonner. Donc je crois que oui... nous, on donne l'alerte et puis on se mobilise, on ne nous écoute pas forcément, mais ces sanctions-là sociales sont peut-être plutôt données par l'opinion générale, qui mesure quand même les choses. Rose Amouve, on aime écouter du rap. J'aime écouter du rap, mais en tant que féministe, parfois je doute. Est-ce qu'on peut être féministe et écouter du rap? Ah oui, et puis alors moi, pour le coup, je fais des quiz de chansons sexistes à côté de la page. J'en ai fait quelques-uns pour des événements. C'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Et alors là, je peux vous sortir des tonnes de chansons de rock, de chansons françaises qu'on pourrait... du Léo Ferré, du Brassens, avec des textes très sexistes. Donc, la conclusion, c'est que potentiellement, tous les textes de chansons peuvent être sexistes, quel que soit le genre. Qu'est-ce que vous écoutez comme rappeur, rappeuse? Moi, je suis un peu vieille, donc je suis très old school. C'est pas grave. Je vais avoir honte de les citer parce que ça fait vraiment la fille qui a arrêté d'en écouter dans les années 90. Mais il faut, c'est pas grave. Moi, j'aimais bien La Rumeur, Kazé, Dr Dre, là, ça fait vraiment... le bon rap à l'ancienne. Mais non, mais on le passe aussi sur Move. Merci beaucoup Rose Lamy d'être passée dans 15. Vous êtes autrice et vous venez de sortir En bon père de famille. C'est chez JC Lattès. Merci beaucoup. Merci.